M. Barnabé est professeur au département de chimie, biochimie et physique de l'Université du Québec à Trois-Rivières, où il est le co-titulaire de la chaire de recherche industrielle sur la bioéconomie et la bioénergie. Ses intérêts de recherche incluent la valorisation de la biomasse, la microbiologie industrielle, les biocarburants de deuxième et troisième génération et le bioraffinage à l'échelle communautaire. La parole est à vous. OK. Merci beaucoup. D'abord, merci pour les organisateurs de m'avoir invité. Ça me donne une opportunité, comme disait Evelyne, de parler à un public différent. On a des gens en droit ici. Puis j'ai constaté, disons, depuis les dernières années, entre autres, il y a des étudiants de votre programme qui sont venus me voir. Puis je me suis dit, coudonc, il aurait peut-être fallu que je vous parle il y a environ 5 ou 6 ans. Vous allez voir, j'ai quelques messages à passer. Puis je pense que vous avez un très gros rôle à jouer dans toute cette histoire de transition énergétique-là, spécialement au niveau des villes. Bon, moi aussi, je vais vous parler de biomasse parce que j'aime ça. Fait que je vais commencer par un petit peu positionner la biomasse dans le conjoncture énergétique actuelle. Evelyne en a parlé un petit peu. L'avantage de la biomasse par rapport aux autres sources d'énergie renouvelable. Bon, vous savez, il y a du solaire, il y a du bâtiment, de l'éolien, de l'hydraulique, de l'énergie marine, la géothermie, mais il y a la biomasse. Puis comment la biomasse se démarque de tout ça? Ben, c'est justement au niveau des emplois. Oui, ça crée beaucoup d'emplois, c'est super bon pour les économies régionales et ça, c'est très important pour ça. Parce que quand il y a de la biomasse, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il la récolte, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il la transforme, quelqu'un qui va distribuer les produits, puis il y a quelqu'un qui va l'utiliser aussi. Tout ça, ça génère beaucoup d'emplois. Et ça, c'est très important à souligner. J'imagine que les présentations vont être disponibles à la fin. Je vous conseille d'aller voir le petit vidéo YouTube que j'ai mis là-dessus, qui pourrait, qui démontre vraiment l'aspect emploi qui est important. Cela dit, les villes sont chanceuses, ils ont beaucoup de biomasse à leur portée. C'est très abondant, c'est renouvelable, diversifié, ça peut être agricole. On a vu la biomasse forestière avec Evelyne. Ça peut être même de la biomasse algale. Ce que vous voyez sur le bord du fleuve Saint-Laurent, les algues marines, ça aussi, c'est de la biomasse qui est intéressante. Ça peut être de la biomasse plus industrielle. Il y en a la biomasse dite fraîche, ça peut être l'amidon de maïs, ça peut être le blé, etc. Ça peut être des plantes qui accumulent de l'huile. Mais il y en a aussi des résiduels, puis ça, on a plus tendance maintenant à vouloir travailler avec ça, à vouloir faire les biocarburants, la bioénergie à partir de ces biomasses-là. Puis ça inclut un paquet de choses. Hein. C'est des résidus de table, ça peut être des bouts des fameuses la matière organique issue du traitement des eaux usées. Bref, dites-vous que les villes en ont beaucoup de biomasse à leur portée. Cela dit, on fait beaucoup de choses depuis des années avec ça. Ça peut être l'électricité, chaleur, oui. Ça peut être des matériaux, des aliments pour les animaux, pour les humains, fertilisants, etc. Mais maintenant, il y a une tendance à vraiment diversifier au maximum les produits issus de la biomasse, puis aller au-delà des produits traditionnels. Puis on parle, entre autres, au niveau de la bioénergie, de biocombustible dit gazeux. On parle du méthane, non seulement du méthane, mais aussi de l'hydrogène. On parle au niveau des biocombustibles dits liquides. On parle de biobutanol, bioéthanol, biodiesel. Et puis quand on parle de solide, oui, on parle souvent des granules, mais il y a aussi le fameux biochar qui peut servir à des fins énergétiques. Puis tout ça, ce qui est intéressant, c'est que oui, ça peut être commercialisable, mais c'est très important de garder à l'esprit que ça peut être utilisable sur place et localement. Puis c'est comme ça que les villes peuvent atteindre une certaine partie de leur transition énergétique avec la biomasse. Justement, on va en parler. Je vais vous donner quelques cas de villes qui désirent intégrer la biomasse dans leur transition énergétique. Je vais commencer par vous parler des cas sur lesquels nous, on travaille à l'UQTR avec plusieurs collaborateurs ici au Québec. Puis ensuite, je vais vous parler de quelques cas un peu plus réels qui se fait. Puis je vous donnerai après ça mon opinion, mais mon avis sur votre rôle à vous, surtout spécialement les droits, les étudiants en droit des ressources naturelles et de l'environnement, le rôle que vous pourriez avoir à faciliter cette transition énergétique-là. OK, on va commencer par le cas le plus important ici au Québec, je pense. C'est dans la région du Haut-Saint-Maurice, la ville de Latuc, avec son projet Latuc Vision 2023. C'est un projet de bioraffinerie forestière. Quand j'utilise le mot bioraffinerie, c'est comme une raffinerie, mais au lieu d'utiliser du pétrole, on utilise la biomasse, puis on fait plein de produits avec ça.
Eux autres, ils ont un gros projet fort au niveau du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial. Je vais vous en parler. Ce qui se passe dans le Haut-Saint-Maurice, vous savez, ils ont quelques problèmes socio-économiques. Ils ont une dépopulation, entre autres. Ils ont toujours peur que les activités industrielles soient réduites ou que des usines qui ferment. Fait qu'ils cherchent à se relancer, à assurer leur économie locale, puis ils ont aussi comme ambition d'atteindre leur autonomie énergétique. Comment ils peuvent y arriver? Bien, ils ont la chance d'avoir beaucoup de résidus forestiers à valoriser, plus de 1,2 million de tonnes par année de résidus forestiers. Ça représente beaucoup d'opportunités au niveau des produits qu'on peut fabriquer, entre autres des carburants renouvelables. Cependant, comme dans tout projet de biocarburant, il y a toujours plein de défis, des défis techniques, des défis sociaux. Dans le cas du projet à la TUC, les résidus forestiers, oui, il y en a plein, mais ils sont répartis sur un territoire aussi gros que la Belgique. C'est pas si simple que ça en termes de transport, de tout amener ça, puis de rendre économique une production de carburant renouvelable. Fait qu'il existe des techniques, des technologies, entre autres ce qu'on appelle la densification de la biomasse. Au lieu de transporter des tonnes de branches d'arbres d'un point à un autre, on transporte de l'huile. Bref, on fait de la pyrolyse, ça transforme la biomasse en huile, puis on transporte de l'huile plutôt que transporter des branches d'arbres. Cela dit, maintenant, si on place ça dans le contexte du Haut-Saint-Maurice, l'idée de ce projet-là que vous avez peut-être entendu parler ou que vous allez entendre parler au cours des prochaines années, c'est de produire suffisamment de carburant renouvelable de type drop-in, ça veut dire qu'on va directement dans le moteur et ça fonctionne, pour couvrir environ 4,3 % de la consommation de diesel au Québec. On n'a pas l'ambition de couvrir toute la consommation d'essence au Québec parce que ça en prend beaucoup, mais au moins une partie. L'idée, c'est d'aller chercher les résidus forestiers, d'avoir une genre de flotte de pyrolyseurs mobiles qui viendraient transformer en huile ces résidus-là pour les amener à un point précis qui transformerait cette huile-là en carburant renouvelable pour, entre autres, la flotte de véhicules forestiers de l'agglomération de La Tuque, mais aussi pour les besoins en énergie de la ville de La Tuque. Mais on fait toujours ça dans un esprit non seulement de relance économique, mais aussi d'attrait d'entreprise. Puis on a l'intention d'attirer des entreprises qui pourraient aller au-delà des carburants renouvelables, peut-être produire de l'hydrogène comme Air Liquide. Puis dernièrement, on a réussi à attirer l'attention d'une pétrolière finlandaise qui serait intéressée à venir implanter une bioraffinerie pour faire des carburants renouvelables et le distribuer partout au Québec. Bon, ça a l'air beau ce projet-là, mais il y a quelques défis. Je vous ai montré un défi technique, c'est-à-dire d'aller chercher la biomasse sur un grand territoire, mais il n'y a pas juste ça. La transition énergétique, parfois, il peut y avoir des défis au niveau social. Par exemple, à La Tuque, il y a plusieurs communautés. Il y a les Premières Nations, les Atikamekw. Vous avez aussi des entreprises locales qui ne s'entendent pas très bien avec les Atikamekw. Récemment, ce qui est arrivé, on a fait une alliance avec les Atikamekw, puis il y a une des entreprises locales qui est sortie dans les journaux pour être contre le projet La Tuque parce qu'il n'était pas content qu'on soit avec les Atikamekw. Vous voyez un peu, il y a des tensions qui nuisent au déploiement au déploiement de la transition énergétique dans certaines villes. Bref, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de défis, puis c'est souvent du cas par cas dans chacune des régions au Québec. J'en ai un autre à vous présenter dans le centre du Québec. Et surtout le rôle du secteur agricole présent, très, très fortement présent dans le centre du Québec dans la transition énergétique. On a un projet qu'on appelle intimement Bioparc. Ça tourne autour du parc industriel et portuaire de Bécancour, où est-ce qu'on veut vraiment en faire un genre de bioparc, parce qu'on veut amener des résidus de grandes cultures agricoles là pour pouvoir faire des biocarburants pour les entreprises locales. Bref, on travaille beaucoup sur un concept qu'on appelle le dépôt de biomasse. On veut encourager les agriculteurs du centre du Québec à récolter leurs tiges de maïs l'automne, à la fin de l'automne, pour pouvoir l'envoyer dans un centre, nous on appelle ça un dépôt, où est-ce qu'on va la préparer pour pouvoir, entre autres, l'envoyer dans une genre d'usine qui fabriquerait des biocarburants et autres coproduits d'intérêt. L'idée, c'était, entre autres, d'alimenter des entreprises du parc, parce qu'il y a beaucoup d'usines de l'industrie chimique qui sont présentes là, d'alimenter peut-être d'autres utilisateurs dans les régions, ou peut-être même d'attirer des nouvelles entreprises dans la région.
Puis bon, c'est pas toutes des histoires de biocarburants. Comme disait Evelyne, il y a d'autres, il y a des coproduits souvent qui aident à rentabiliser la production de biocarburants. Fait que par exemple, on peut fabriquer des acides organiques, des enzymes, peu importe. C'est toutes des molécules qui ont souvent plus de valeur que le biocarburant. Puis en réussissant à les extraire, à les fabriquer avant de faire des biocarburants, souvent on rentabilise le tout. Donc, vous voyez un peu aussi que tout ça, on fait ça dans des contextes d'économie circulaire. Il y a même des rejets, des effluents, etc., qui peuvent être utilisés pour nous aider à faire des biocarburants, à faire des coproduits. Bref, les biocarburants, ça se positionne très bien dans des contextes d'économie circulaire. C'est assez populaire de ces temps-ci avec les villes. J'ai un autre exemple à vous montrer, la ville de Victoriaville avec ses entreprises locales. Ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus. On est dans le parc industriel de Victoriaville, entre autres. On utilise toutes les eaux usées du parc pour produire des micro-organismes, entre autres, pour les valoriser. On utilise les eaux usées agroalimentaires de Canlac, Lactantia qui font les ficellos. On utilise des eaux usées de Canlac, une industrie pharmaceutique, de Salimark, une industrie chimique qui fait des produits d'assainissement. Puis on va chercher un peu de l'exivia d'enfouissement de Gestérone, une compagnie de gestion de matières résiduelles qui a un site d'enfouissement dans le coin. Puis tout ça, on se fait une espèce de soupe. Puis on fait pousser des algues. On ne fait pas pousser les algues qu'on voit dans les lacs, là, qu'on n'aime pas. On fait pousser des algues bénéfiques. Celles qu'on fait croître trouvent tous les nutriments nécessaires à leur croissance pour fabriquer des choses intéressantes, dont des huiles. Ces huiles-là, on les extrait pour une compagnie dans le même parc. Fait que vous voyez qu'il y a un peu d'économie circulaire derrière tout ça. L'idée, c'est de faire à partir de ces huiles-là des ingrédients verts pour verdir les produits d'assainissement de la compagnie Sanimark, entre autres. Et avec ce qui reste de biomasse, on la liquéfie. Il existe des procédés thermiques qui permettent de liquéfier des biomasses humides comme la biomasse algale. On fait du genre de pétrole, un genre de brut. Puis ce brut-là peut être directement utilisé dans les flottes de véhicules locales. Oui, les flottes de véhicules des entreprises privées comme la compagnie gestion de matières résiduelles, Gestera, mais aussi les flottes de véhicules municipaux comme celle de la ville de Victoriaville. C'est des exemples de projets où est-ce qu'il y a des biocarburants mêlés à tout ça, mais vous voyez qu'il y a aussi toujours des coproduits. Les coproduits, c'est très important pour rentabiliser toute l'opération. J'en ai un autre cas à vous présenter qui peut s'appliquer dans d'autres villes. Ça tourne autour d'un site d'enfouissement. C'est à Berthierville. Ce qui est le fun avec EBI, c'est qu'eux autres, ils ont déjà procédé à la transition énergétique depuis des années. Ils récupèrent le biogaz de leur site d'enfouissement, ils le purifient, puis ils en font du méthane pour leur flotte de véhicules lourds. C'est une bonne compagnie modèle au Québec à ce sujet-là. Puis nous, on s'est envenu avec nos histoires, entre autres de microalgues, encore une fois, en utilisant les résidus sur place du site d'enfouissement pour pouvoir faire, encore une fois, une soupe puis produire des microalgues avec, entre autres, le gaz carbonique puis la chaleur. Les microalgues ont une capacité, entre autres, de séquestrer le CO2, ce qui est toujours bon pour réduire les gaz à effet de serre. Puis sur le site de BI à Berthierville, dans son site d'enfouissement, on a un beau flux de CO2 qu'on peut valoriser. Fait qu'on mélange tout ça ensemble, ça fait plein de nutriments encore pour nos algues. Les algues aiment ça. On extrait des molécules de valeur. Et ensuite, on se retrouve avec une biomasse algale qu'encore une fois, on transforme en biobrut, en biopétrole, soit pour la flotte de véhicules municipaux de Berthierville, ou encore pour faire des coproduits. Dans ce cas-ci, on fractionne le biobrut. Le biobrut, c'est un pétrole. Là. Fait que vous pouvez faire plein de produits à partir de ça. Fait que la fraction dans ce cas-ci, légère, sert à être utilisée comme huile pour les moteurs des flottes de véhicules lourds à Berthierville. Et la fraction lourde sert pour fabriquer, entre autres, des bioadhésifs, des colles qui servent à fabriquer des membranes d'étanchéité, entre autres, pour les sites d'enfouissement de BI à Berthierville. Fait que vous voyez un peu encore beaucoup d'économie circulaire derrière tout ça et le rôle des biocarburants dans tout ça. Bon, cela dit, les 4 cas que je vous ai présentés, c'est encore des cas à l'étude, c'est tout beau. Il existe quand même des cas appliqués réels au Québec.
Evelyne en a un peu parlé avec les histoires de production de chaleur, mais c'est surtout au niveau des petites municipalités telles que Sainte-Thérèse, en tout cas, c'est des petites municipalités. Ville de Québec a cette ambition-là aussi. Il y avait l'ambition d'exporter les granules. Maintenant, ils ont l'ambition de peut-être les utiliser. Je vous invite à aller voir le site, entre autres Internet de Vision Biomasse Québec, qui fait beaucoup la promotion de la production de chaleur pour la bioénergie. Il y a d'autres projets qui se sont concrétisés au fil des dernières années. C'est spécialement au niveau de l'utilisation du biogaz, de la biométhanisation. Biométhanisation, c'est la gestion de matières organiques pour faire, entre autres, des biogaz. Puis, le gouvernement du Québec, pour votre information, ils ont imposé, pas ils ont imposé, mais ils vont bannir l'enfouissement des matières organiques en 2022. Fait que les municipalités sont forcées de faire quelque chose avec leurs résidus organiques. Puis, ils ont monté un programme qui s'appelle le Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage du ministère de l'Environnement. Puis ce programme-là a été appliqué par certaines villes comme Saint-Hyacinthe, Rivière-du-Loup, puis Varennes pour faire du biométhane, pour faire du biogaz. Ça va assez bien. Il y a encore des défis reliés à tout ça. On pourra s'en reparler. Mais c'est des projets où est-ce qu'il y a du biogaz qui est utilisé pour faire de la chaleur ou de l'électricité. Puis il y a d'autres projets ailleurs au Québec qui sont en démarrage. Bon, ça, dans ces cas réels-là au Québec, ça concerne beaucoup les biocombustibles solides pour la chaleur. Ça concerne beaucoup les biocombustibles gazeux pour faire de l'électricité et de la chaleur aussi. Mais il y a très peu de cas de biocarburants ou biocombustibles dits liquides. C'est souvent produit par des entreprises privées pour leur propre flotte. Oui, il y a quelques biodiesels qui peuvent être utilisés dans certaines autobus, dans certaines municipalités, mais ce n'est pas assez, malheureusement. Bon, pourquoi? Il y a des différentes raisons. Puis je pense qu'ici, moi, je m'adresse particulièrement aux étudiants, là. Je pense que le droit des ressources naturelles et l'énergie peut vraiment aider les villes dans la transition énergétique et l'utilisation des biocarburants. Comment? Je pourrais vous en dire plein d'affaires. Là, j'ai juste ciblé 2 choses. Je pense que vous devriez nous aider à convaincre, entre autres, le gouvernement du Québec à adopter des obligations d'utilisation de contenus renouvelables, de carburants renouvelables, dans l'essence et carburant diesel. Ça se fait ailleurs dans le monde. Ça ne se fait pas vraiment ici. Ici, en fait, au Canada, on recommande d'avoir 5 de contenu renouvelable dans nos carburants, mais on n'oblige pas. Fait que si on pouvait nous aider à, par exemple, obliger à avoir 10 de carburant renouvelable, il pourrait y avoir plein de beaux projets comme celui à Latuc qui pourraient naître. Entre autres, une des conditions de la compagnie Neste Oil de venir s'installer à Latuc, c'est si le gouvernement du Québec oblige une production de une utilisation de biocarburants dans les essences d'environ 10 bien, ils vont venir. Aussi, vous pouvez nous aider à peut-être rentrer dans le ministère de l'Environnement pour nous aider à alléger certaines réglementations. C'est pas si simple que ça. On arrive avec des technologies propres, des technologies vertes, on veut les implanter, puis c'est très difficile. Ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans ou même. Ils peuvent même pas s'implanter. Fait que si vous pouvez venir nous aider pour alléger tout ça, ça serait très bien. Fait que voilà, donc déjà, je vous remercie à l'avance pour les étudiants ici de soutenir les villes et les entreprises locales dans l'implantation de technologies pour la transition énergétique, spécialement en ce qui concerne la biomasse. Je vais terminer en faisant un peu de promotion sur 2 événements qu'on va organiser en lien avec les énergies renouvelables, la transition énergétique. On en organise à chaque année. Puis des fois, j'invite des gens de l'Université Laval comme conférenciers invités. Fait que là, je pense que je vais t'inviter, toi, Christophe, à venir en parler un peu, parce qu'on n'en parle quasiment pas de droit de l'environnement, de ressources naturelles dans ces écoles-là. Il y en a une qui va avoir lieu au mois de mai en anglais avec plusieurs pays, Brésil, États-Unis, Autriche, Allemagne, Chine, puis l'Afrique du Sud. Elle va avoir lieu à la ville de Shawinigan, puis aussi à la ville de Québec. Fait que vous êtes invités à vous joindre. Puis il y en a une autre plus francophone. On l'a fait cette année en Suisse. C'était super intéressant, cette session. C'est vraiment, on donne vraiment un aspect plus régional à ces écoles-là. Puis la prochaine école internationale sur les énergies renouvelables va avoir lieu à Chamonix, en France. Fait que si vous êtes intéressé à participer, vous m'en parlez. Fait que je vous remercie. C'est beau.